Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Direction Barcelone, où le journal espagnol La Vanguardia propose une enquête sur l'immobilier. Afin de freiner le tourisme de masse, la mairie de la ville a mis en place un moratoire pour geler les attributions de licences hôtelières. Mais la conséquence fut surprenante et inattendue pour les responsables publics. Le développement d'appartements de prestige pour les étrangers n'a cessé de progresser, faisant de Barcelone le nouvel Eldorado des ultra-riches. La mairie de la ville doit désormais faire face à une flambée du prix de l'immobilier de prestige et dans le même temps aux difficultés pour les habitants de la ville d'accéder à la propriété. Les titres de votre 20h. La primaire de la belle alliance populaire, l'affrontement des gauches ou seulement du PS, c'est le regard du 20h. Dans la seconde partie, le débriefing culturel de notre débat, la gauche, en livre et au cinéma, c'est par la culture que nous proposons ce décryptage. 7 candidats vont s'affronter le 22 et 29 janvier lors de la primaire de la belle alliance populaire organisé par le Parti socialiste. C'est le débat de Pendant le 20h avec l'historien Paul Tourki-Doriagne et l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Paul, bienvenue. Je me remets à ma place. Philippe, bienvenue. Le 22 et 29 janvier, la primaire de la Belle Alliance populaire. Je souris quand je dis Belle Alliance populaire, j'ai du mal avec ce terme. Organisée par le Parti socialiste. Alors, le PS est engagé à ouvrir 7600 bureaux de vote. Il y en aura 49 en Corse. La participation qu'ils espèrent à la direction du Parti socialiste serait comprise entre 1,5 et 2 millions de personnes. On va rappeler qu'il y a eu 4,4 millions de personnes qui ont voté à la primaire de la droite et du centre, remportée par François Fillon évidemment. Selon vous, est-ce un affrontement des gauches ou uniquement un affrontement du Parti socialiste? Allez Philippe, donnez-vous à cœur joie. Ah, oui. Au moment uniquement du Parti socialiste, puisque débordé à droite-gauche par Macron, et à gauche, de la gauche, par Mélenchon. Donc à l'intérieur, c'est une antiphrase complète. On est dans 1984 d'Orwell. C'est ni beau, parce qu'il se déchire, ni une alliance, puisque c'est 7 personnes qui sont en randonnion, ni populaire, parce qu'on va voir que ni dans le nombre de bureaux de vote, ni sans doute les votants, ni le résultat, vous voyez bien le succès des rencontres, des meetings de Manuel Valls et d'autres. Voilà, je pense que c'est voué à un échec d'étau. Alors on va donner les candidats évidemment pour cette primaire de la Belle Alliance populaire. Manuel Valls, vous l'avez dit, l'ancien Premier ministre, mais également Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Payon. Tous ont fait partie du gouvernement de François Hollande, enfin de Ayrault, Jean-Marc Ayrault, et ensuite de Manuel Valls. Pour le Parti radical de gauche, il y a Sylvia Pinel, qui est aussi dans les starting blocks. Elle sera d'ailleurs la seule femme en lice, c'est à noter, pour ces primaires. François de Rugy et Jean-Luc Benamias, tous les deux de couleur plus vert, et Jean-Luc Benamias qui est aussi passé par le MoDem. Décidément, quel éclectisme dans cette primaire. Et un grand absent, ou pas, François Hollande. Je crois qu'il n'a pas trop le choix. S'il veut qu'il y ait au moins 10 personnes qui votent, il vaut mieux qu'il se présente. Non, mais je dis ou pas, parce qu'il y a un candidat qui se réclame de la Hollandie, tout de même. Ouais, Payon. Payon. Non, je crois que clairement, il y a un désamour complet et total des Français en général pour la politique, et plus particulièrement pour le Parti socialiste qui vient d'écouler un mandat qui était plus que catastrophique. Alors tant si sur la droite, on assiste effectivement à des primaires d'un bloc de droite, sur la gauche, on assiste aussi quelque part un peu à des primaires d'un bloc de droite, puisqu'on a du mal à dégager, j'ai envie de dire, presque les candidats qui seraient d'une idéologie ou en tout cas d'une pensée de gauche. Je pense que tout le monde a du mal à retrouver ses billes. Et là, c'est vraiment et clairement une guerre d'ego. Et le Parti socialiste est un peu modelé sur cette
structure-là, puisque c'est une fédération de sensibilité, où chacun représente des mini-courants, des macro-courants, des courants qui n'existent presque pas, ou presque plus. Ouais. Et bon, là, clairement, ouvertement, je pense que leurs estimations sont très, très à la hausse et ils vont avoir de mauvaises surprises. Ouais. Est-ce que vous estimez, Philippe notamment, vous êtes un observateur très attentif de la vie publique à gauche, est-ce que vous estimez que les candidats à cette primaire, finalement, ils se ressemblent à peu près tous, peut-être un petit peu moins du côté de Benoît Hamon, qui est très ancré dans une gauche, parfois même proche de Jean-Luc Mélenchon, hein? Oui, je pense qu'il y en a deux qui sont un peu plus à gauche, Hamon et Montebourg, il ne faut pas l'oublier. Oui, quoique Montebourg, il faut tout de même qui a quand même bien lire ses propositions. Oui, tout à fait. Et qui parce qu'il n'est pas si a été critique. Voilà. Moins à gauche que Hamon, tout de même. Le paradoxe, c'est qu'il demanderait à... Le pull marinière, ça ne sert pas qu'à coller à l'électorat. Voilà. Ouais. Et il demande à Jean-Luc Mélenchon de les rejoindre. Les deux, hein, Benoît Hamon et Montebourg. Les deux, mais même avant qu'il participe, il savait très bien que c'était un étouffoir et un étau. Il était assez intelligent pour partir plus tôt et proposer son propre programme qui est complet. Parce que là, non seulement on a 7 personnes, mais on n'a pas vu vraiment de programme. Ils veulent renouveler ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, 4 ans exactement. Et les Français n'ont pas, enfin, en tout cas les Français de gauche, n'ont pas vraiment apprécié ni le 49-3 répétition, ni la loi El Khomri. Oui. Donc comment se sortir de cette impasse, de cette souricière ? C'est pas possible. Il y a un groupe qui pourrait... rejoindre Jean-Luc Mélenchon s'il arrivait devant eux, 3e, voire 2e, et il y aurait un petit agrégat de gauche de la gauche, et le reste court après ce qui est problématique, c'est que Macron c'est que Mélenchon lui-même est un ancien socialiste. C'est-à-dire que finalement, ministre de Lionel Jospin, notamment. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, moi, j'ai l'impression, comme on en discute souvent, que finalement, quelque part, Mélenchon n'est que le déversoir des mécontents du socialisme en général. Et c'est un extrême gauche autant que Marine Le Pen est extrême droite. Et ils sont là un petit peu pour faire les marges de la feuille, mais on reste dans le cahier. Je veux dire, c'est très convenu. C'est des coups de com. C'est voilà le tour des petits ouvriers en disant oui, mais moi je vous comprends, etc. Bon, je vous ai compris un peu facile. C'est vrai qu'il aboie beaucoup, c'est vrai qu'il est rigolo. Il a ce mérite-là par rapport aux autres, souvent. Mais franchement, j'ai pas l'impression qu'il soit plus à gauche que les autres. Alors, vous voyez, depuis le début de ce débat, on a cité quelques fois, d'ailleurs, et Macron et Mélenchon. 2 personnalités politiques qui ne sont pas candidats aux primaires. Et pourtant, on a le sentiment qu'ils vampirisent cette primaire. Oui, oui. Il y a un manque de charisme déjà de beaucoup. Il y a Manuel 49.3 Valls, voilà. Qui a dit qu'il reviendrait maintenant, enfin qu'il faudrait, à part pour les questions budgétaires, bien sûr, et que c'était pas de sa faute. Annuler le 49.3 et que c'était pas sa faute, qu'il en avait été obligé. Le pauvre. Non, le problème c'est qu'il y a un manque évident de charisme. Il y a le lourd passif du socialisme de ces derniers mandats. Il y a bien évidemment la peur de Manuel Valls qui quand même est assez effrayant pour l'électorat. Donc effectivement, il y a des candidats qui ne sont pas candidats à la candidature, qui apparaissent comme plus sympathiques et plus porteurs, mais ils font partie de ce jeu-là aussi, tout autant que les autres. Donc, Alors pour étayer ce que vient de dire Paul, ces mots de Jean Glavany, nous en avions déjà parlé ensemble, Philippe. Voilà ce qu'il dit, Jean Glavany. Il nous faut reconstruire à partir des décombres du Parti socialiste, qui est dans un état pire que celui de la SFIO en 1969. Plus de projets, plus d'idées, plus de stratégie, plus d'alliances et maintenant, plus aucun leader. Oui, je pense que François Hollande a appliqué ce que faisait François Mitterrand avec le Parti communiste, le faire descendre et le faire éclater. Et je pense que depuis le début, François Hollande veut qu'il n'y ait plus de Parti socialiste tel quel, renommé, etc. Donc lui, ça l'arrange bien. Bon, pour cette fois, il semblerait qu'il soit hors course, même s'il pouvait avoir des velléités de dire dans 2 mois... Je suis le recours parce que vous voyez l'effondrement des 7 mercenaires de gauche. Après, il faut voir, effectivement, je ne suis pas d'accord évidemment avec mon débatteur sur... bien sûr qu'il est parti du Parti Socialiste, ça fait des années que Jean-Luc Mélenchon l'a quitté, qu'en 2012, il y avait sa candidature avec les communistes, le Front de gauche, le parti de gauche, et que là, il est parti tout seul tout de suite et qu'il a construit un vrai programme avec de vrais changements, notamment l'appel à la 6e République, notamment la démocratie directe, sinon participative. Une constituante au lendemain de son élection. Évidemment, pour refonder tout. Après, l'intérêt, c'est de savoir si lui ou Macron arrive 2e ou 3e. Pour l'instant, si on lit la presse, il y a 4 mousquetaires. Marine Le Pen, François Fillon, Macron et Mélenchon. Ouais.
Donc tous les autres sont éliminés actuellement, même du Figaro, Figaro Vox, Capital, même la presse de droite, elle y a intérêt, bien sûr. Bien sûr. C'est Fillon qui est évidemment en tête de file, et par les 4,5 millions de votants, et par sa prépondérance avec 44%, je crois, il a eu au deuxième tour. Bien sûr qu'il roule, on sait bien pour qui il roule, mais en même temps, ils font émerger, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui n'émergeaient pas même il y a 2 mois. Alors, les amis, intéressons-nous aussi aux répercussions en Corse. Est-ce, pour reprendre un titre du quotidien Corse Matin, un test grandeur nature pour la gauche corse, ces primaires, pardon. Je le rappelle, en Corse, 49 bureaux de vote seront ouverts, 27 en Haute-Corse et 22 en Corse du Sud. On va rappeler quelques chiffres. Lors de la dernière primaire de la gauche en 2011, première primaire ouverte du PS, 9 900 électeurs s'étaient déplacés en Corse. François Hollande est arrivé en tête en Corse et évidemment au niveau national. Alors les soutiens, on va essayer de dresser le paysage politique à gauche. Les soutiens, Manuel Valls, François Hollande, le président du conseil départemental de Haute-Corse, Emmanuel De Gentile, première secrétaire du PS de Haute-Corse et première adjointe de la ville de Bastia. Il y a également Vincent Carlotti, le leader de la gauche autonomiste. François Tat et le MCD, oui, ne se prononcent pas pour la primaire. Le seul, c'est à noter, c'est important, qui est venu en Corse, c'est Jean-Luc Benamias. Tout à fait. Et Macron. Encore une fois, on est obligé de parler de Macron. Jean-Charles Orsuch, le maire de Jacob. Bonifacio, Pierre Diong et récemment Paul Jacob qui soutiennent Macron, donc hors la primaire. Votre regard sur le paysage politique à gauche insulaire? Je crois que la gauche, déjà la Corse, il faut le dire, au niveau électoral, en général, n'est pas spécialement portée à gauche. Donc sur ces scrutins-là, elle ne va pas peser énormément sur un scrutin de présidentiel. En tout cas, sur une primaire de gauche, elle ne va pas spécialement peser son poids. Après, on voit très bien et on assiste très bien à un énième éclatement de cette gauche, avec des sensibilités qui se répercutent sur tel ou tel candidat. Voilà. Et c'est surtout les législatives. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qui va avec qui. Voilà, et puis j'ai envie de dire ça. Au niveau local, il y a une amorce pour les législatives, effectivement, qui sont plus un scrutin qui nous intéresse. Puis les territoriales. Plus les territoriales. Où elles ne sont pas tout à fait reportées par l'élection de François Fillon, par exemple. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se placent un petit peu les stratégies de tout le monde. Après, je pense pas que ça aura un gros impact sur les primaires. Moi non plus. Ouais. Je pense qu'il y aura à peine la moitié des 10 000. Ce qui est intéressant, c'est peut-être nos élus de l'Assemblée, de l'exécutif essentiellement, qui ont pris contact avec Bellet, on l'a vu, qui s'intéressait au cas de la Corse pour le coup, et qui nous a aidé un petit peu dans la démarche par rapport aux arrêtés Miot. En tout cas, la subrogation des 10 ans des arrêtés Miot. Voilà, il y a quand même, on voit qu'il y a un jeu qui est intéressant entre la Corse et le continent. Maintenant, là où il est vraiment intéressant, encore une fois, c'est de voir qui soutient qui pour un petit peu analyser les sensibilités par rapport à cette gauche plurielle, mais qui finalement ressemble quand même vachement beaucoup, je le dis encore. Si on voit Emmanuel De Gentile, par exemple, qui soutient Manuel Valls, c'est ça? Oui, première adjointe à la mairie de Bastia. Bon, elle est sur sa ligne. Elle est sur sa ligne, elle a jamais dévié, je pense, son soutien à Emmanuel Valls. On verra le 29 janvier qui sort du panier. Voilà. Juste pour le projet au programme, parce que c'est vrai, vous avez raison Philippe, pas tous les programmes et projets, je ne sais pas quel terme je dois utiliser, parce que eux-mêmes parfois hésitent entre les termes. Mais alors, c'est Manuel Valls qui évoque la Corse dans un passage d'un de ses programmes, son attachement à la Corse, etc. Oui, on a eu un petit peu de mal à le voir quand même, son attachement à la Corse. Sur les questions de la langue. Mais il faut tout de même remettre... Bien sûr, oui, tout à fait. Assez étrange. Voilà, c'est étrange, populiste peut-être. Voilà, parce que par rapport à la langue, où je dirais encore une fois, je reviens souvent dessus, mais il faut le mentionner, les prisonniers politiques, la langue, la reconnaissance de la Corse dans la Constitution, ça a été quand même l'immobilisme le plus total, voire les réactions les plus froides auxquelles nous sommes confrontés. Le premier débat, c'est ce soir. Alors, en quelques mots, qu'attendez-vous de ce débat? Rien, je ne vais pas le regarder. J'ai regardé les trois de la droite pour voir
Qu'est-ce qu'on nous proposait, les 7 mercenaires? Même pas en tant que spectacle, mon cher Philippe. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, à Bastia, au Ciné-Club, on programme Predator. C'est beaucoup plus vivant que le débat des primaires à gauche. Le Predator, la gauche. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas des bips de meilleurs extraits en replay. Voilà, exactement. Non, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se regarder après coup sur Internet, pour la petite phrase, pour les petites piques, un peu comme le débat de droite. Voilà, où le seul candidat, encore une fois, à avoir mentionné la Corse, c'était M. Poisson. Bon, là, s'était trompé d'ailleurs. Oui, c'est un petit peu trompé, mais il faut lui rendre hommage aussi. On a bien rendu hommage à Manuel Valls. Mais au-delà de ça, voilà, pour la petite phrase, pour les petites moqueries, mais on sait pertinemment que ça va nulle part et que c'est un coup d'épée dans l'eau et que ces gens-là n'ont plus ni popularité ni légitimité. Vous les voyez absents du second tour, que les choses soient claires, absents du second tour, les personnalités issues de la primaire, les 7, en fonction de qui va gagner. Absents au second tour. Oui, il y a des Paul, chances. également absent au second tour. Je pense après, le résultat des présidentielles va conditionner ici et sur le continent législatif, mais la gauche ici est tellement émiettée qu'elle aura du mal à, même pour les législatives, dans les 4 circonscriptions, de passer devant soit les nationalistes, soit la droite. C'est très clair. On va avoir beaucoup de mal à mobiliser leurs électeurs. La montée forte du FN, qu'il ne faut pas minimiser, parce qu'ils sont très actifs souterrainement. On a vu la dernière fois, quand il y avait 400 personnes devant le palais de justice, et le Philippe Gatti qui s'est fait molester. Il ne faut pas minimiser non plus le travail souterrain du Front National. Puis après, quelque part, voilà, on refait encore le Chirac-Le Pen avec la peur du FN. Voilà, moi, ce qui me gêne un petit peu avec les extrêmes, que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est que quelque part, ce sont des soupapes du système. Donc, elles vont servir à alimenter, à faire remonter au second tour avec la peur, toujours. Alors, je vous promets, le terme, je vais faire un OPA sur ce terme, soupape du système. Je vous promets, on va faire un débat. Tous les deux, est-ce que l'extrême gauche, notamment, ça va faire bien, parce qu'on parle souvent d'extrême droite, mais extrême gauche, dois-je dire extrême gauche d'ailleurs, mon cher Philippe? Voilà, j'attendais. Non. Mais l'extrême gauche, c'est Poutou, le l'extrême centre. Ça s'appelle l'extrême centre. C'est moi qui je vous promets qu'on fera un débat sur ça. Alors, vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée, pour donner vos arguments et pour répondre à cette question. La primaire de la belle Alliance populaire ou seulement la primaire du Parti socialiste? Vous y avez en partie répondu. Allez, Paul, c'est avec vous que je commence. Non, la primaire du Parti socialiste avec des individualités très marquées, des égos, on l'a vu notamment dans les discours de Macron ou dans leurs actions dans les ministères, que ce soit Valls, Macron, etc., dans les gouvernements. Je crois que ça n'intéresse plus personne et que plus personne n'est dupe. Ils sont tous sur leur mea culpa à l'heure actuelle parce qu'il faut être un peu populiste et démago pour pouvoir au moins essayer de sauver un peu les meubles au vu des élections qui vont venir. Mais au-delà de ça, que ce soit, je pense, la Corse ou la France, personne n'a à y gagner. D'un camp comme de l'autre. C'est pas parce que ce sont les primaires socialistes que ça change quelque chose. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un désintérêt, un désamour total pour ces gens et leurs programmes inexistants souvent. 40 secondes pour vous également, Philippe. Je redis ce que j'ai dit, à part 2 personnalités dont un était Premier ministre, Manuel Valls, Montebourg, qui a quand même été ministre et qui a un programme. Enfin, il a commencé à essayer de le montrer avec le Produisons français. Hamon, qui était aussi ministre de l'Éducation. Enfin, il y en a 3, le reste, c'est de la figuration. Je ne vois aucun des 3, surtout pas le rejet massif de la politique de Manuel Valls, et donc des 5 ans de François Hollande. J'en vois aucun émerger en numéro 3, voire 4, voire 5. C'est tout. Et moi, je vois émerger, dans les 2 bords, mais pas pour les mêmes raisons que Paul, la gauche de la gauche et la droite de la droite, qui peuvent faire l'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre, on verra, la surprise finale. Nous ferons ce débat pendant le 20h. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur la primaire de la belle Alliance populaire. Alors, social ou bling-bling? C'est surtout la figure tutélaire de François Mitterrand qui vampirise la représentation de la gauche dans les arts et particulièrement au ciné et en BD. C'est le débrief culture de pendant le 20h avec mes 2 esprits critiques, le libraire Marcel Pétrichoul et l'historien et cinéphile Xavier Affre. Bonsoir messieurs, ce débrief suite au débat, vous le savez, Marcel Pétrichoul, notre libraire, Xavier Affre, historien et cinéphile, Marcel que vous pouvez lire également dans Paroles de Corse et Xavier que vous pouvez écouter et entendre sur Radio Nostalgie. Qu'avez-vous retenu en quelques secondes du débat? Qu'il y avait Predator qui passait au ciné-club, c'est franchement ce que j'ai retenu du débat. Predator pour Marcel. Et pour être un peu plus sérieux, le manque de charisme de tous ces candidats.
Xavier ? Moi, c'est le parallèle qui a été fait avec entre François Hollande et François Mitterrand. François Mitterrand, l'action avec le Parti communiste, et François Hollande, l'action avec le Parti socialiste qu'il est en train de détruire, littéralement. Ouais. Mais pourquoi pas, hein, alors, ce débrief qui va être assez rapide, parce qu'on a un petit peu allongé notre débat, vous l'aurez compris. Marcel, c'est avec vous, je commence. Et on va parler de la bande dessinée, surtout de la bande dessinée, si vous le permettez, Mitterrand Requiem de Joël Khaled aux éditions Le Lombard. Oui. Et on va se remémorer la petite phrase qui est en début de générique. Hein. Je crois aux forces de l'esprit. Et surtout la suite, et je ne vous quitterai pas. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas un biopic classique, c'est pas non plus une BD politico-historique. Non, c'est un récit mystique et métaphysique. On est en 95. Mitterrand va mourir. Il est en Égypte. Avec lui, il y a son médecin personnel, Anne et Mazarine Pinjot. Et puis, il y a un invité qui va arriver à ce voyage. Cet invité, c'est Anubis, le dieu des morts. Il faut savoir que Mitterrand a toujours été passionné par les questions sur la mort. Et il y a aussi quelque chose qui le taraudait beaucoup. Il voulait être à la hauteur de tous ses illustres prédécesseurs qui ont forgé le Parti socialiste. Alors Anubis va lui proposer une introspection. Et Mitterrand va dialoguer avec tous ces gens, avec les morts. Il va dialoguer avec Jaurès, il va dialoguer avec les vivants. Voilà. On va défiler, sa vie va défiler, pas forcément dans l'ordre chronologique. Et on va voir tout ce qui a été la légende mitterrandienne, les périodes blanches et les périodes noires, les zones d'ombre aussi, les périodes troubles, elles sont dites, hein, vous faites votre choix, hein, c'est la guerre d'Algérie, la trahison de... Bon voilà, il y a tout ça. Et franchement, le dessin est très épuré, très sobre, très classique, il n'y a pratiquement pas de décor, et pourtant c'est très dynamique. Parce qu'en fait, j'ai lu la bande dessinée. Voilà, c'est Mitterrand, c'est un débat hein, à chaque fois, mais franchement, on est pris dedans. C'était risqué. Faire une BD là-dessus, c'était vraiment risqué. Moi, je trouve que le pari est vraiment bien réussi. Et surtout, c'est pas une ode à Mitterrand. Voilà. Non. On est au pays de la métaphysique et franchement, c'est excellent. Et c'est un très bon choix pour débriefer notre débat parce que on l'a vu avec Philippe et Paul, ce qui manque aux candidats aujourd'hui, en tout cas pour le moment, c'est cette idée de l'héritage aussi des grands noms de la gauche, des grands noms du Parti socialiste. Vous avez évoqué Jaurès, vous avez évoqué Blum, des grands noms hein, de la gauche en général. Jean Moulin aussi. Moulin, évidemment. Il y a tout ça dans cette bande dessinée. Elle s'inscrit dans une histoire, dans le courant de la gauche. C'est ça qui est intéressant pour le débriefing et c'est ce qui manque aux actuels candidats. C'était vraiment Mitterrand qui pensait vraiment. C'était vraiment Mitterrand. Ouais. Alors, on évoquera votre livre la prochaine fois parce qu'on va continuer, hein, évidemment, sur la gauche et le Parti socialiste. Et on va débriefer avec vous, mon cher Xavier. Mais il va être question de Mitterrand aussi. Ah bon ? C'est surprenant. C'est surprenant. Bon. En même temps, finalement, dans les films, il y a peu de personnages en cherchant un peu. Alors, on aurait pu trouver des films peut-être avec Léon Blum, etc. Mais Mitterrand, je trouve que c'est vraiment la figure là, du XXe siècle. Très intéressante, vous avez presque tout dit, donc ça va aller vite. C'est un film de Guédiguian, qui est connu pour ses positions, pas forcément mitterrandiennes d'ailleurs, hein, plutôt même plus à gauche. Et puis c'est adapté d'un livre de Georges-Marc Benamou. J'ose le citer, même si pour moi il est peu de choses. C'est l'exemple du passage, vous savez, poreux entre la droite et la gauche, gauche et la droite. Voilà. Peu de choses en écrivain et peu de choses en commentateur, enfin peu de choses en tout. Peu de choses en beaucoup de choses. Et finalement, le film est tellement supérieur au roman, donc j'avais vraiment envie de mettre en avant ce film qui pose les bases un peu de ce qu'est, au fil d'un entretien entre un journaliste et Mitterrand, donc, qui est en train de mourir, qui est sur la fin de sa vie, qui s'interroge sur beaucoup de choses, et le journaliste est là pour essayer de lui demander, de lui poser des questions, sur ce qu'il va laisser comme trace dans l'histoire, réflexion sur la politique. Sur la gauche aussi, d'une certaine mesure, avec le regard que pouvait porter Mitterrand sur ses successeurs. Il n'est pas toujours très tendre, d'ailleurs, y compris avec tout le monde, hein, avec certains qui sont présents là encore. Et cette formule magique, enfin en tout cas célèbre, après moi, il n'y aura... Je suis le dernier des grands présidents, après moi, il n'y aura que des experts comptables. Et puis, ce qui peut être intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, il y avait... c'est pas un biopic du tout. C'est-à-dire un film sur Mitterrand, c'est plutôt un film de réflexion, même assez philosophique. Et certains s'étaient même ennuyés à l'époque, je me rappelle des critiques très dures, hein, parfois, parce que c'était lent. C'est vraiment un film de réflexion qui pose pas mal de bases et qui est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, à regarder, il a été fait en 2005. Voilà, c'est même toujours d'actualité, finalement, ça ne vieillit pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire à l'aune des primaires ? C'est terrible pour les candidats quand on voit ce film-là. Hein. Encore une fois, un personnage traversé par l'histoire. Déjà, je pense que Mitterrand ne se serait pas posé la question, il n'y avait pas de primaire. Ça aurait été le candidat légitime. C'est pas faux. Déjà, et d'une. Voilà. Et puis, je pense qu'il aurait été
d'accord avec ce que je vais dire, en toute modestie, voilà, c'est que à bas les primaires. Ben non, ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout. Il y a Pour un le coup, candidat là, je légitime. ne vous quitterai pas. C'est tout. Il y en a quitté quelques-uns. Là, Oui. À bas les primaires, parce que les primaires, au fond, ça ne va pas avec la Ve République. C'est ce que vous nous êtes en train de nous dire, mon cher Xavier. Non, je vois aucun intérêt, si ce n'est effectivement à faire un espèce de bal de prétendants inutile. Que retiendra-t-on de ceux qui vont être éliminés, qui feront 1,2% ou 0,5% des voix ? Rien. Voilà. Donc je trouve ça idiot et dommage, et c'est une perte de temps énorme, par contre. Le film, il y a Jalil Lesper, il faut tout de même le signaler, les comédiens, et Michel Bouquet, exceptionnel qui est monstrueux dans ce film. C'est Mitterrand. Ouais. C'est-à-dire, c'est tout ce que j'aime bien au cinéma. Alors, il ne le singe jamais, hein, voilà. Vous m'avez levé le... C'est tout ce que j'aime bien au cinéma, c'est-à-dire, c'est loin de ces acteurs qui singent et qui sont grotesques et ridicules. Il incarne, tout simplement. Non, il incarne. C'est l'incarnation, même s'il lui ressemble pas forcément, c'est Mitterrand, tout simplement. Voilà. Et Jalil Lesper dans le rôle de très bon, journaliste. Bien meilleur que... Non, c'est je vous ai enlevé on le cite 2 fois, c'est déjà 2 fois. C'est vrai, trop. c'est beaucoup trop. On va rappeler la bande dessinée, mon cher Marcel, Mitterrand Requiem de Joël Khaled aux éditions Le Lombard. C'est une excellente bande dessinée. Qu'on aime ou pas Mitterrand, c'est pour s'intéresser au personnage. Tout à fait d'accord avec vous. Et Xavier, le film Le Promeneur du Champ de Mars de Jalil Lesper, d'après l'ouvrage de Georges-Marc Benamou. Nous aurions pu également évoquer La Gauche Bling Bling en livre de Montou Simat et Berkovitch aux éditions 12 bis, ou Le Nom des gens au cinéma de Michel Leclerc. Ce sera pour une prochaine fois, les amis, parce qu'il y en aura d'autres, évidemment. C'est l'émission. C'est l'émission. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite, même lieu, même heure, pendant le 20h, évidemment, sur France 3 Corse via Stella, et uniquement sur France 3 Corse via Stella.